Sur cette question justement des solidarités, je propose de donner la parole à Monsieur Johan Janselm. Je sais qu'il avait des petits problèmes de connexion en un moment, mais j'espère qu'il est là. Qui est responsable de la coordination du travail social au pôle hébergement et logement au SAMU social de Paris. Le SAMU social de Paris dispose, si j'ai bien compris, d'une structure de réflexion éthique et de discussion qui a proposé plusieurs enseignements suite à la situation de crise liée à la pandémie. Je vous propose de nous les présenter et on vous écoute. Merci beaucoup. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Merci Pierre-Emmanuel, effectivement, pour l'invitation à l'Espace Éthique Île-de-France. On tenait aussi à remercier en particulier Dr Anne-Caroline Claus qui nous a conviés au groupe de réflexion Covid-19, précarité, personnes migrantes et sans-abri, lorsque on était encore dans la gestion de l'urgence. Donc cet espace de réflexion a été le bienvenu. Donc comme vous le précisiez tout à l'heure, ma collègue présente, Tiffaine Lacaze, la directrice qualité du SAMU social de Paris, et moi-même, Johan Janselm, donc responsable du travail social au SAMU social de Paris, on anime une instance éthique en interne du SAMU social de Paris. Pour rappel, le SAMU social de Paris, c'est un acteur qui gère plusieurs dispositifs pour répondre au sans-abrisme, donc de l'aller vert par les maraudes, au centre d'hébergement d'urgence, l'IALT Soins Santé, en passant par le 115, SIAO, etc. Donc, on vous propose de vous partager les différents axes de réflexion qui ont émergé lors de la plénière de notre dernière instance éthique en interne. Instance éthique qui est composée de professionnels du SAMU social de Paris, de personnes accompagnées et de personnes qualifiées. Donc, instance qui s'est tenue il y a 15 jours tout juste, temps d'échange qui arrivait un peu tardivement en fin de confinement après que nous ayons répondu dans un premier temps à l'urgence sanitaire et sociale. Donc, retour sur les questions d'éthique qui se sont posées pendant la période de confinement. Nous verrons, comme l'indiquait M. Gilles tout à l'heure, que le déficit démocratique s'est vu à tous les niveaux chez nous également. Donc, premier point, c'était les questions relatives aux principes et valeurs de l'action sociale. Un premier constat général, en situation d'urgence, certains principes et droits de base qui constituent nos points de repère habituels volent en éclats. Exemple, le droit à la participation des personnes accompagnées qui n'a pas pu s'exercer. La discussion entre professionnels des stratégies à adopter a laissé de côté les personnes concernées. Qu'est-ce que cela nous dit du rapport que nous avons avec ces personnes ? Pendant cette période, les travailleurs sociaux ont eu des difficultés dans la relation directe aux personnes, via un accompagnement à distance pas toujours simple. Ils se sont parfois regroupés à distance sans que la parole des personnes concernées soit au cœur de la discussion. Ou encore, certains droits de base de l'usager comme la liberté d'aller et venir, qui ont été entièrement suspendus dans le médico-social, au-delà même des mesures de confinement qui maîtrisaient mais qui n'interdisaient pas tout déplacement. Question, est-ce que l'urgence justifie l'application de principes non institués? Et ce, jusqu'à quel point? Alors, deuxième point, question relative aux prises de décision. Ainsi, en l'absence de normes et recommandations comme communes nationales ou qui ont pu arriver très tardivement, c'est le processus de décision qui se retrouve en jeu. Comment maintenir des processus de prise de décision acceptables d'un point de vue éthique? L'urgence justifie-t-elle une moindre transparence et qui a pris la décision et comment? Est-ce que le régime de crise justifie la non-transparence de certaines décisions et le fait de ne pas en rendre des comptes? Comment ensuite revenir à plus de concertation? Pour exemple, la situation des personnes ne respectant pas les gestes barrières et l'interdit d'aller et venir a notamment pu entraîner des difficultés liées à la sécurité des collectifs. Est-ce que cela pouvait entraîner des exclusions des structures? Qui doit prendre la décision de les exclure ou de ne pas les exclure? Comment articuler les différents niveaux de décision et leur application sur le terrain? Idem du côté des professionnels et de l'organisation du travail, on constate que les professionnels n'ont pas toujours été consultés sur les décisions qui les concernaient. Pour illustrer, lorsqu'une décision de fin de prise en charge a été annoncée, cela a pu se faire dans une certaine précipitation. Précipitation afin de maintenir la sécurité, ici sanitaire, des autres hébergés et donc parfois au détriment d'une bonne adhésion ou d'une bonne information de la personne concernée. Un autre point, ça a été un autre regard justement sur les personnes aidées par le SAMU social de Paris, des personnes plus compétentes qu'on le croyait. Donc, en effet, suite à une enquête interne auprès des travailleurs sociaux du SAMU social de Paris, plusieurs constats ont émergé et dont ce point focal de l'autonomie et des capacités des personnes que nous accompagnons. La crise et le confinement ont imposé de fait une forme de distance avec les personnes accompagnées, via la mise en place d'un travail social à distance, ce qui a pu constituer une contrainte. Mais on a pu constater par ailleurs que les personnes ont manifesté des compétences insoupçonnées, rapport où les travailleurs sociaux redécouvrent les compétences des personnes accompagnées.
La question éthique révélée ici est celle de la nature de la relation que les travailleurs sociaux ont avec les bénéficiaires. Avant, nous étions convaincus de nos compétences et de notre expertise. La bonté, la bienveillance justifiaient l'intervention rapprochée et de grande proximité avec les personnes. La crise a imposé des contraintes avec de la distance. Le fait de ne pas pouvoir travailler dans les conditions classiques nous a révélé les compétences de ceux que nous aidons qui se sont débrouillés. Cette crise nous dit quelque chose de la manière dont nous envisageons notre relation aux personnes bénéficiaires, ainsi que sur la manière dont nous nous représentons ces personnes. Un autre point était la question de la hiérarchisation des logiques de santé publique et d'aide sociale. Quels sont les biens essentiels à maintenir en cas de crise? Comment faire face à des nécessités de santé tout en étant fidèle aux missions sociales? En effet, un certain nombre d'activités d'assistance aux sans-abri ont été suspendues, telles que les accueils de jour, les bains-douches, distribution alimentaire, hébergement à la nuitée. Situation qui a révélé et accentué les situations de grande précarité. Les enjeux de limitation de propagation du virus ont eu pour effet de réduire ces activités d'assistance d'un côté, tout en ayant comme objectif de mettre tout le monde à l'abri. Donc une connaissance plus large du public en rue, tout en limitant assez nettement l'accompagnement proposé. La première réponse à la crise a été sanitaire avant d'être sociale. Les circonstances, la complexité de la représentation du travail social par rapport à l'infirmier ou au médecin expliquent certaines décisions. Exemple du travailleur social maintenu en télétravail, donc considéré comme non essentiel à l'accompagnement des personnes. Un autre point qui a été soulevé lors de l'instance éthique interne au SAMU social de Paris, c'est le sens de la mission. Il n'a pas toujours été simple pour les professionnels de vivre le temps de crise en regard du sens qu'ils donnent à leur mission. Des questions d'éthique relatives à l'engagement personnel se sont posées. Les professionnels pouvaient-ils s'arrêter? Quelle prise de risque assumer? Pouvaient-ils au contraire continuer à s'investir dans leur mission? Exemple, beaucoup de professionnels dont l'activité avait été suspendue qui ont choisi de s'investir dans d'autres secteurs d'activité. Cette crise est une bonne occasion d'interroger la manière dont sont articulés les choix institutionnels et les choix personnels pour les travailleurs sociaux. En conclusion, une crise qui crée un effet de sidération. On constate qu'on a perdu les réflexes qu'on avait et perdu sur les avancées réalisées en termes de concertation. Entre guillemets, on n'a pas eu le réflexe de considérer qu'il y a une expertise des personnes elles-mêmes. Cette expertise concerne à la fois les personnes aidées et les professionnels. Dans le même temps, la sidération a gagné également les personnes qui ont peu questionné l'organisation et les décisions en place. Qu'en déduire ou conclure sur le réflexe démocratique en temps de crise? On sait que cette perte, bien que temporaire, limitée à cet espace-temps si particulier d'un confinement, va sans doute laisser des traces en termes de participation, de pouvoir décisionnel, institutionnel, mais aussi en termes de responsabilité citoyenne, par les positionnements de personnes hébergées. Maintenant, il s'agit de revenir sur ce qui s'est passé, de l'analyser, de consulter les différents acteurs pour revenir à un régime normal d'action et de décision, tout en relevant les défis des injonctions de préconisation des bonnes pratiques liées à un déconfinement cadrées par des recommandations. Les dites recommandations émanant bien souvent d'un savoir scientifique, par moments excluant la prise en compte d'une concertation à tous les niveaux. Cette analyse sera possible par le partage de retours d'expérience, notamment grâce à ce pas de côté que proposent les instances éthiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Janselme. Moi, je crois qu'il y a une question qui est arrivée sur le chat. Moi, j'aurais une question personnelle à titre personnel, pour vous, qui serait au sein du SAMU social, une fois passé la phase de restitution, discussion, réflexion, comment est-ce que votre organisme pense c'est peut-être un peu cuisine interne comme question, je suis désolé, mais comment est-ce que démocratiquement vous pensez construire quelque chose sur cette réflexion au sein de votre structure? Comment est-ce que ça peut faire évoluer les choses? Comment est-ce que ça peut être mis en place parce que ce ne sera pas forcément un retour à la normale comme ce qui était préexistant, mais comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Au SAMU social de Paris, effectivement, vous parliez de réflexion et de construction qui sont en cours. Après, pour tout ce qui est l'après, en tout cas, c'est réfléchi depuis aussi un petit moment avec des instances comme le débat permanent où c'est les personnes hébergées elles-mêmes qui sollicitent certaines thématiques et qui essayent de faire monter des propositions d'action, qui veulent faire bouger aussi les traits de ce qu'on peut avoir dans nos centres d'hébergement, alors sur des politiques comme l'écologie par exemple. En tout cas, c'est la parole qui est prise en compte déjà depuis un moment, notamment grâce à Tiffaine Lacaze qui a pu remettre ça en place en interne.
et j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est pas quelque chose qui va se perdre avec ce confinement, et c'est plutôt quelque chose qui s'est créé avec des groupes de concertation d'usagers et qui ont pu intervenir et qui peuvent encore proposer des choses à laquelle nous sommes à l'écoute, j'ai l'impression.